Revenons aux contaminants physico-chimiques, un gros mot pour dire en clair, vous avez abordé la question des poêles à pétrole. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux chez les populations qui veulent à un moment donné, parce qu'ils ont peu ou pas de moyens, contrôler leur facture énergétique. En clair, vous êtes en train de nous dire que ils se contaminent. L'utilisation du poêle à pétrole, c'est vraiment la dernière à mettre en place chez soi. Il vaut mieux investir dans un convecteur électrique, forcément sans le faire tourner toute la journée. C'est absolument pas son rôle. Parce qu'il est vraiment énergivore. Ensuite, la problématique du poêle à pétrole, c'est le mélange toxique qui se fait à la sortie du poêle. Donc, encore une fois, c'est inodore, on ne se rend pas compte qu'on peut être intoxiqué, mais le mélange est détonnant de ce qui se produit dedans. Donc, on peut privilégier un convecteur électrique, un convecteur à bain à huile qu'on laissera tourner vraiment de façon sporadique, mais qui sera plus efficace et en tout cas moins nocif pour l'air intérieur. Oui, on parle beaucoup de l'impact, Madame d'Alessandro, Madame le docteur Blanc-Pardigon, de l'impact des particules présentes dans l'air. Leurs effets sur la santé, c'est quoi? Parce que par nature, c'est relativement invisible. Alors sur les particules, déjà, ça dépend de leur taille. Pour les plus grosses, qui sont de l'ordre de 10 microns, la voie d'assimilation est en fait une voie digestive, puisqu'ils vont se déposer sur la muqueuse des voies respiratoires hautes, et donc ils vont être déglutis, et c'est une assimilation digestive. Pour les plus fines, elles vont pénétrer à l'intérieur de l'arbre bronchique, à l'intérieur des poumons, et donc elles vont plus ou moins être prises en charge par l'organisme, essentiellement par ce qu'on appelle le tapis mucociliaire, qui ramène des sécrétions et qui fait qu'on tousse et qu'on peut éventuellement cracher. Et aussi un mécanisme de phagocytose. Et en gros, ce qu'elles entraînent, comme il avait été dit précédemment, c'est variable. Ça dépend effectivement des molécules qui sont fixées sur ces particules. En fonction des molécules fixées sur ces particules, leur toxicité va être différente. Mais en gros, les principales toxicités, c'est de générer des processus inflammatoires à l'intérieur du poumon, et donc tout type de maladies pulmonaires, notamment asthme, allergie, etc. Et éventuellement des stress oxydatifs. Et là, donc, on va du côté des cancers. Donc, on a abordé la question là effectivement de l'impact des particules. En clair, chauffage, cuisson des aliments, activité de ménage. Le feu de cheminée, est-ce qu'il peut représenter un risque Alors effectivement, la combustion du bois représente un risque, puisqu'elle va générer notamment des particules. Après, toutes ces questions d'équilibre, voilà, il faut arriver à faire une balance entre le fait de pouvoir vivre dans un minimum de confort et le fait d'arriver à ne pas être exposé à une multitude de toxiques. Alors voilà, moi je fais un petit peu la transition avec la pollution de l'air extérieur. On a vu que effectivement c'était éminemment bien surveillé et contrôlé, qu'on avait des outils de régulation. Madame Blanc-Pardigon, sur une ville comme Salon de Provence, on a les moyens de contrôler cette histoire-là, de vérifier l'impact sur la morbidité. On a un observatoire, on a quoi? Alors effectivement, depuis plusieurs années, dans le cadre du plan local de santé publique, nous avons mis un axe fort d'un suivi des problématiques qui se posent, et notamment des pathologies respiratoires qui touchent, comme on l'a dit précédemment, beaucoup les enfants, mais aussi les adultes et les personnes vieillissantes. Donc nous avons la possibilité d'avoir un suivi depuis de nombreuses années maintenant. On a inclus un focus
plus important depuis 2 ans et demi sur la pathologie liée à l'environnement, à essayer de faire des corrélations avec la pollution, en l'occurrence plutôt de l'air extérieur jusqu'à maintenant, mais nous incluons aussi la dynamique de l'air intérieur, et cela permet de voir s'il y a, enfin pour le moment c'est pas quelque chose qui a été mis en évidence, mais s'il y a un impact plus important sur les pathologies, d'avoir des actions et donc des réactions possibles. Madame Pellichiro, vous avez abordé tout à l'heure, on est toujours dans les contaminants physico-chimiques, la question des composés organiques volatiles et notamment du formaldéhyde. A priori, on en trouve partout du formaldéhyde. C'est vraiment inquiétant, cette histoire-là Alors effectivement, il y en a partout, donc que ce soit dans des composés de fabrication de parpaings, de murs ou de solvants, etc., ou même de composés de moquettes. Donc ce qui est rassurant, c'est qu'il y a un plan santé-environnement qui va rendre obligatoire l'étiquetage de tous les composés des produits de décoration et de bricolage. Donc ça, c'est à mettre en place entre 2009 et 2013, je crois. Donc on aura vraiment visuellement tous les composés qui peuvent être désagréables pour l'environnement et puis pour nous-mêmes. Après, effectivement, c'est une question de... Il faut essayer de changer les matériaux qui nous entourent en matériaux sains. Donc que ce soit des moquettes, éviter l'utilisation des fibres synthétiques. Ça peut partir de là, il préférait tout ce qui est jonc de mer, fibres de coco, etc. Donc il faut c'est juste... le cas sur notre plateau. Oui, c'est pour ça que je regarde en plus. Donc essayer de regarder dans son environnement tout ce qui nous entoure. Ça peut être aussi les peintures sans solvant. Regardez, maintenant elles sont vraiment spécifiquement labellisées. Il y a un écolabel européen, il y a la norme NF, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses réglementaires qui encadrent effectivement ces contaminants. Un mot, on n'a absolument pas abordé la question du monoxyde de carbone, oui. Mais Madame D'Alessandro... Oui, alors en fait, y a très peu de normes sur les polluants de l'air intérieur. C'est... les polluants de l'air extérieur, on a quand même pas mal de valeurs qualité. Par contre, sur l'intérieur, c'est plus récent. Et on a peu de normes, et notamment, par exemple, sur le formaldéhyde, puisque vous en parliez, il n'y a aucune norme française, une valeur qualité. Par contre, l'étude qui a été faite avec l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur a montré que plus de 22% des logements en France présenter une quantité de formaldéhyde supérieure à la norme qui a été proposée par l'Europe, qui n'est pas encore une norme validée par la France, sachant que c'est la norme supérieure et que l'idéal c'est d'arriver à une concentration minimale, et donc à ce moment-là on augmenterait très largement le pourcentage de logements contaminés au formaldéhyde. Pour le monoxyde de carbone, là on se retrouve avec des normes qui sont inférieures. On a très peu de logements. En clair, c'est quoi le monoxyde de carbone? Alors, le monoxyde de carbone, c'est le CO, c'est un atome de carbone qui est lié à un atome d'oxygène. Et donc la toxicité du monoxyde de carbone, elle est simple, c'est que quand on le respire, sur les globules rouges, donc ça va remplacer l'oxygène, ça va se fixer sur les globules rouges de façon forte, et donc l'oxygène ne pourra plus fixer sur les globules rouges, et donc notre organisme sera moins oxygéné. Un organisme moins oxygéné, c'est forcément un organisme après l'explication scientifique, l'explication pratique, Madame la conseillère en santé environnementale, le monoxyde de carbone, ça provient de quoi? Et comment peut-on éviter d'être intoxiqué au monoxyde de carbone? Déjà, on a parlé des poêles, donc tout ce qui va être lié à une combustion déjà. Donc ça peut partir de là. Je dois ramoner ma cheminée, je dois faire contrôler mon installation. Voilà, ça peut partir de gestes comme ça. Mais comme elle l'a très bien souligné aussi, notre docteur, il faut avoir un poids de mesure. On peut tout à fait bénéficier d'une cheminée. Bon, bien entendu, il faut qu'elle soit ramonée, mais avec une ventilation suffisante. On ne demande pas effectivement de bénéficier d'une cheminée en milieu clos pendant 48 heures. Il faut aussi tout à fait enlever les plus grosses particules qui sont présentes dans l'air avec une ventilation, qu'elle soit mécanique, comme on disait tout à l'heure, ou naturelle, donc en ouvrant sciemment ses fenêtres, quoi.
Monsieur Sauvage, après on va lancer le prochain micro-trottoir ou la prochaine interview. Comment arrive-t-on à concilier les impératifs d'économie d'énergie, de réduction des émissions de polluants et de baisse des coûts de fonctionnement dans la construction de nouveaux bâtiments, en quelques mots? Et après on introduit votre interview. Oui, comme je le disais, il y a une contradiction entre le fait d'éviter les échanges d'air entre l'intérieur et l'extérieur pour ne pas avoir à chauffer cet air neuf qui pénètre dans les logements. Donc, l'idéal, c'est ce qu'on est tend à faire aujourd'hui, c'est de créer des sortes de bouteilles thermos, donc qui sont hyper isolées, qui ne laissent pas passer l'air. En même temps, on a vu qu'il fallait forcément renouveler cet air, donc la contradiction, elle est là. La tendance aujourd'hui, qui est assez, techno, c'est de dire voilà, on a des systèmes très performants de ventilation mécanique contrôlée qui sont liés à des détecteurs on a vu par exemple, on le verra à la MVA tout à l'heure, mais c'est un avis associatif, qui sont liés à des détecteurs de CO2 dans l'air intérieur. Dans les logements, on a des ventilations mécaniques qui sont hygroréglables, c'est-à-dire que plus l'air intérieur est humide et plus le renouvellement d'air se fait. Moi, je suis un peu, malgré tout, peut-être de la vieille école, partisan d'ouvrir les fenêtres le matin et d'ouvrir les fenêtres le soir, même si c'est un peu hérétique par rapport à ce qu'on nous propose aujourd'hui. Je pense que c'est malgré tout un geste que les gens font naturellement, surtout en Provence. Enfin, c'est difficile, des journées comme aujourd'hui, quand on sait qu'il va faire 15 degrés dans l'après-midi et qu'il y a un beau soleil, de ne pas ouvrir ses fenêtres le matin, par exemple, ou le soir, rentrant à la maison. Donc, je pense que nous, on doit construire des logements qui sont censés être hyper isolés, donc pour moins consommer d'énergie et donc moins émettre de polluants, et qui sont censés être très étanches à l'air, donc pour ces mêmes raisons. Après, à côté de ça, il y a aussi des gestes, on ne changera pas le besoin d'avoir un feu de cheminée chez soi, on ne changera pas le besoin d'avoir envie d'ouvrir les fenêtres pour entendre les oiseaux ou pour regarder circuler les gens autour de chez soi. Thank you.